d'être arrivé tôt ce matin, en tout cas d'être là à l'heure comme nous. Donc c'est la table ronde sur les interventions de terrain. Je suis Pierre Mangin, je suis journaliste. J'ai beaucoup travaillé dans les télécoms, puis ensuite dans l'informatique en général et les nouvelles technologies. Actuellement, je travaille pour le magazine Forbes, management. Donc vous voyez, on peut parler technique et management. Et ce matin, donc sur les interventions de terrain, sujet très intéressant, très concret. C'est en fait les évolutions techniques et nos organisations pour améliorer le déplacement de nos techniciens, optimiser les temps passés et puis rendre nos clients satisfaits. C'est quand même le but du jeu, que tout le monde soit content. Voilà. Alors pour en parler, nous avons avec nous Aurélie Rodriguez, que je vais laisser se présenter, qui est directrice et peut-être fondatrice, cofondatrice. Non, puisque c'est une société du Royaume-Uni. Bon, ça aurait été possible. Aurélie, vous êtes. Bonjour à tous. Et qu'est-ce qui vous amène sur le terrain ? Voilà, aujourd'hui, je suis directrice générale de Big Change France. Nous sommes présents vraiment depuis maintenant 2 ans en France. Nous sommes une plateforme de services dédiés aux entreprises, aux PME particulièrement. Il y a une dizaine d'années. Tout à fait. Donc, après le succès que nous avons rencontré en Angleterre, qui est présent depuis 2013, on a été créé en 2013. On a aujourd'hui, le groupe a souhaité s'implanter dans 5 pays différents, notamment dont la France, pour pouvoir partager notre expertise dans le domaine de la digitalisation. Voilà. Et aujourd'hui, on fait vraiment le pari d'accompagner nos clients dans la croissance. Et en un mot, ce qui vous distinguerait des autres, des concurrents, ou qu'est-ce qui vous spécifie ? Aujourd'hui, on est vraiment une plateforme de service, un mini ERP pour les PME, et on accompagne nos clients de la facture du devis jusqu'à la facturation, en passant par la planification des interventions. D'accord. Accompagner, ça veut dire que, mais physiquement, vous avez un réseau de partenaires, évidemment, qui utilisent vos outils. On est vraiment présent en France. Est-ce que vous êtes chez les clients ? On est vraiment présent en France. On a vraiment une entité. Chez les clients, vous pouvez tout à vous fait. déplacer chez les clients. On a aujourd'hui une équipe de 15aine de personnes en France pour accompagner les entreprises dans la transformation digitale. D'accord. À ma gauche, Luc Allard, qui est alors lui cofondateur du centre de contact Affludia, dans ma chère région de Lorraine, à Nancy. Luc. Bonjour à tous, donc Luc Allard, je suis le président de la société Affludia. Nous sommes un centre de contact téléphonique spécialisé dans la régulation des demandes d'intervention, d'urgence, de dépannage. En un mot, nous sommes à l'urgence technique, ce qui est le 15 à l'urgence médicale. Voilà, donc notre travail, c'est la régulation. Nous faisons ça depuis maintenant 15 ans. Nous sommes basés donc à Nancy, ça a été dit. Nous avons une activité nationale puisque nos clients sont nationaux, nous ne sommes pas à l'international. Voilà, et combien de personnes à peu près vous êtes une quarantaine de personnes. Alors, il y a 2 structures en fait aujourd'hui, et c'est ce qui nous amène à être présents aujourd'hui à l'occasion du salon pour présenter la nouvelle offre qui s'appelle Skilly. La deuxième structure, c'est la société Into, c'est-à-dire on a vraiment séparé la partie exploitation, centre de contact, et la partie développement, ingénierie et autres de développement de solutions mobiles dont nous allons parler. Frédéric Le Bouguenec, vous êtes directeur technique et innovation à la SARP Veolia, petit groupe Veolia. Oui, petit groupe. Donc aujourd'hui. Qui rachète beaucoup. Oui, qui rachète en ce moment. Donc mon rôle de directeur technique innovation, c'est trouver des solutions, soit destinées à nos clients, soit destinées à nos opérateurs. Moi aujourd'hui, j'ai 7000 opérateurs tous les jours sur le terrain, et je suis ici dans le cadre justement de la solution qu'on a pu imaginer pour eux, pour les aider au quotidien dans la résolution des différents problèmes. L'activité de la SARP en particulier. Et l'activité de la SARP, c'est la maintenance industrielle et la maintenance d'assainissement. Donc des camions, des opérateurs sur le terrain, éloignés des bases pendant toute la journée. D'accord. Et puis Gonzague de Valois, Praxedo, directeur commercial. Oui, bonjour, Gonzague de Valois, Praxedo. Donc Praxedo est un éditeur SaaS d'une solution de gestion d'intervention qui est présent sur le marché depuis 16 ans en France et puis maintenant à l'international. Donc on a des bureaux en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, au Canada et bientôt aux États-Unis. Bien. Alors, les tendances que vous observez chacune, on va commencer par Aurélie, on refait le tour. Qu'est-ce que vous observez
sur ce qui se passe en ce moment, avec la pandémie évidemment. On a vu qu'il y a quand même des problèmes pour se déplacer. Enfin, il y a eu confinement. Qu'est-ce que vous retirez un petit peu de ces mois? Tout à fait. Aujourd'hui, on se rend compte que selon certaines études OpinionWay, en fait, on a 46% des entreprises qui n'ont pas encore fait le pas de la digitalisation. Surtout les PME, j'imagine. Exactement. TPE Donc, nous, c'est vraiment notre cœur de cible. Et ils ont véritablement besoin d'un accompagnement en fait précis. Donc aujourd'hui, avec nos 50 000 utilisateurs que nous avons au quotidien, on a mis en place en fait vraiment des programmes d'accompagnement personnalisés pour les aider à se transformer, parce qu'il y a un véritable challenge. Il y a des freins, il faut qu'on les connaisse et qu'on travaille autour de ces freins. Même si la crise sanitaire a accéléré fortement, ça a été vraiment un accélérateur très fort de la digitalisation des entreprises, mais il demeure malgré tout encore des freins que l'on travaille au quotidien. Et dans le métier de l'intervention, de l'assistance technique et de la maintenance, qu'est-ce que vous avez observé, vous, comme changement? Alors, la tendance que l'on voit, donc en tout cas que l'on perçoit, on parle beaucoup de réalité virtuelle, de réalité augmentée, d'assistance aux opérateurs, de casques connectés, etc. Ça, c'est ce que l'on lit c'est ce que développent les grosses entités. Le besoin terrain, aujourd'hui, il est beaucoup plus simple. Il est d'avoir la bonne intervention, le bon interlocuteur au bon moment. Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est comment est-ce que l'interlocuteur, l'assistant, l'expert, la personne que l'on contacte, peut se rendre compte de ce que du problème que les opérateurs ou que les opérateurs terrain rencontrent. Et c'est cette petite chose-là où aujourd'hui on voit en effet des énormes projets, alors que peut-être la solution est peut-être beaucoup plus simple. Gonzague, votre avis là-dessus, sur les tendances? Il y a quand même une tendance de fond à la digitalisation. On a vu une accélération, que ce soit chez les PME ou chez les grands groupes, une vraie bascule sur des outils digitaux. Je suis d'accord avec Frédéric, je pense qu'il y a un certain pragmatisme à avoir avant d'aller dans... Alors, même si on investit aussi dans l'innovation pour aller capitaliser sur les nouvelles technologies qui arrivent, le premier besoin, en effet, c'est la bonne intervention au bon moment, au bon technicien, celui qui est le plus proche, celui qui est le plus qualifié. Et donc c'est déjà cette première bascule, cette première étape avec un accompagnement au changement qu'il faut faire. Et puis derrière, la deuxième étape, c'est d'introduire progressivement de l'innovation, de la réalité augmentée, de la reconnaissance d'image. Voilà, ce qui est intéressant dans la gestion d'intervention, c'est qu'il y a on s'appuie sur des terminaux mobiles, donc il y a beaucoup d'évolutions technologiques qui arrivent. Mais la première étape, c'est d'accompagner le changement, de passer au digital sur des solutions qui fonctionnent, qui évoluent. Et ça, c'est le premier enjeu. Luc, vous êtes d'accord avec ça? Oui, bien sûr. C'est pas priorité aux outils, à la digitalisation. Voilà, en fait. le sujet se prend dans l'autre sens, en fait. Le sujet se prend dans l'autre sens. Donc nous sommes un peu atypiques puisque nous sommes une plateforme de régulation. Donc nous vivons depuis 15 ans maintenant au quotidien cette problématique de mise en relation de la demande et de l'intervention des techniciens. Nos opérateurs se trouvent confrontés à cette problématique-là et au quotidien, nous avons travaillé des outils. Alors, on a compris que assez vite, ça fait 4-5 ans déjà qu'on s'est dit, tiens, il faut utiliser la technologie moderne et donc, c'est un vulgaire mot, digitaliser le métier. On a commencé par déjà justement le technicien avec des moyens simples. On avait déjà développé des applications mobiles et puis on a poussé le raisonnement à l'extrême en développant la solution Skilliz qui se veut justement très simple, efficace et essentielle dans un vrai savoir-faire qui est la qualification de la demande pour envoyer, c'est pour ça que je donne l'exemple du 15 souvent en fait, la bonne personne au bon moment, au bon endroit, avec les bons outils. Aurélie, quand on parle effectivement de la digitalisation, les vrais enjeux, c'est quoi? C'est de gagner du temps, c'est d'être plus efficace, ou c'est que ça coûte moins cher? Les enjeux sont multiples, en effet, il y a des enjeux de croissance qui sont importants, également de rentabilité, mais ce qu'on peut rencontrer avec nos clients aujourd'hui, c'est vraiment un enjeu de satisfaction client. C'est-à-dire qu'avec l'impulsion des pure players du B2C, issus du B2C,
on a vu notamment les dernières années une forte accélération du niveau d'exigence en fait, des clients. Donc c'est par ce biais, notamment sur nos 1700 clients que nous avons, on a 68% de nos clients, quand on les interroge, qui nous disent que eh bien, apporter un bon niveau de service correspond à une intervention faite le jour même. Donc je vous laisse imaginer... C'est le timing, quoi. Je vous laisse imaginer exactement les demandes les besoins organisationnels qui sont à mettre en place. Parce qu'il faut déjà enregistrer le ticket. Déjà, ça se passe par un appel. A priori, je pense que c'est des appels que vous recevez. Alors, nos clients, par mail. Nos clients, en effet, reçoivent des appels, les intègrent, planifient en temps réel, les envoient directement sur le terrain, et tout ça en temps réel. Et le temps réel c'est une référence aujourd'hui. Je dis la différence. La différence, mais c'est une référence, j'ai envie de dire, vraiment dans la qualité de service aujourd'hui. On est d'accord, je suis Praxedo, j'imagine. Je suis Praxedo, c'est ça. Oui, enfin, pardon, parce que vous êtes un peu concurrent. Oui, on a des fonctionnalités. Veolia nous dira son avis. Voilà, exactement. Veolia tranchera. Oui, on est d'accord que la satisfaction client et le niveau d'exigence de la satisfaction client a monté avec des applications comme Doctolib ou comme Uber où maintenant on est habitué à prendre son rendez-vous en ligne, à voir son taxi arriver en temps réel. Aujourd'hui, même sur du client B2B, quand il y a un technicien qui vient réparer quelque chose sur un site, il attend aussi cette visibilité et cette ponctualité. Donc l'enjeu de qualité de service est important. Je pense qu'il y a un enjeu aussi chez Praxedo, on a à cœur d'équiper le technicien et de le connecter à son entreprise. Le technicien, il est sur le terrain toute la semaine et les gens sont au bureau. Et donc l'application mobile de gestion d'intervention, c'est aussi un moyen pour le technicien d'être connecté à son entreprise. Et donc on essaie de lui donner le meilleur outil possible pour qu'il puisse mieux travailler, moins rouler et être plus efficace. Ouais. Et la pandémie, pour revenir chez Veolia, là, elle a accéléré quelque chose, justement, forcément, ou elle a aussi mis des conditions qu'on n'avait jamais imaginées avant. C'est-à-dire, quand on est confiné, qu'il faut intervenir, qu'est-ce qu'on fait? Alors, la pandémie a changé beaucoup de choses. Alors, nous, on faisait partie des métiers qui ont continué à travailler pendant la pandémie. Mais en effet, ce besoin, en effet, de communiquer plus rapidement, d'être plus performant, d'être plus réactif, ça, voilà, c'est quelque chose qui a augmenté. Et donc, du coup, en fait, dans les objectifs de ce que l'on a mis en place sur l'assistance à l'opérateur, il y a bien évidemment cette notion de performance, et ça, je rejoins mes collègues ici. J'ai une autre fonctionnalité, du coup, qui me semble aussi très importante, c'est un aspect sécurité. On parle d'opérateur connecté, donc lui donner de l'information, avoir le bon interlocuteur, être réactif, faire du temps réel, mais aussi se servir de ça pour que l'opérateur puisse remonter des difficultés en termes de sécurité, donc couplé avec des notions d'alerting, ce genre de choses. Sécurité au sens du personnel lui-même, d'un risque sur la personne. Exactement. C'est le travailleur isolé aussi, ça rejoint un peu tout ça, travailleur isolé, les équipements qu'on peut avoir, donc dans nos métiers, le détecteur 4 gaz, qui est un détecteur qui permet de coupler tout ceci en fait, à une application. Le lieu d'intervention en soi peut être dangereux. Le métier est très dangereux, oui. Ouais. D'où des mesures de sécurité importantes. Et de coupler en effet ce temps réel qui soit finalement dans les deux sens. C'est un critère que vous avez tous identifié, le danger d'ailleurs, Aurélie, dans les risques. Oui, tout à fait. C'est un des premiers points qu'on a pu mettre en avant à travers Big Change, c'est vraiment de pouvoir déclarer une anomalie en temps réel, ne pas avoir des signatures dématérialisées complètement, ne pas signer sur la tablette. Enfin, on a eu beaucoup de mesures. Je n'ai pas compris, c'est-à-dire le fait de signer. C'est-à-dire qu'on peut faire des signatures à distance, avec des QR codes. Oui, pas exiger un courrier ou un mail même. Pour éviter le contact, etc. Et puis tous les prérequis sécuritaires sont en effet essentiels. Ça dépend du métier. Ça dépend du métier. Juste un petit détail, mais la signature électronique, ça se passe bien parce que justement, quand on parle de digitalisation, ça c'est un vrai manque. Hein. C'est vrai dans les petites structures. Et ça, vous pensez qu'il y a eu un bond en avant là, ou vous utilisez quoi par exemple? C'est vous qui générez la signature? Tout à fait. Aujourd'hui, on a notre propre e-signature. Oui, c'est un bond phénoménal en gain de trésorerie pour nos clients. On peut pas nier ce point-là. Et puis aussi vraiment dans tout ce qui est archivage directement. Mais
le véritable gain que nous avons avec notre solution, c'est vraiment la réduction des délais à tous les niveaux. Voilà, tout est dématérialisé et globalement tout est archivé et simplement. Voilà. Le maître mot, c'est digitaliser simplement. Alors Luc, dans les moyens que vous mobilisez, dans les ressources, dans les technologies, qu'est-ce qui est le plus visible ou qu'est-ce qui est peut-être pas forcément visible, mais le plus efficace? Qu'est-ce qui a changé depuis 2-3 ans? Alors, le plus visible, non, justement. Skilly, par exemple, Skilly, qu'est-ce que vous avez ajouté dans Skilly? Tout à fait. Alors, je suis une nouvelle fois d'accord avec mes collègues et comme le dit Frédéric, il y a aussi l'importance de la notion d'urgence et le retour d'information. Donc ça, encore une fois, c'est notre ADN en fait depuis 15 ans. C'était juste excusez-moi, mais un humain, parce que quand on parle de digitalisation, ça n'enlève pas l'humain. Là aussi, j'ai coutume de dire, et je vais la dire parce que ça va en faire sourire quelquefois, mais chez nous, c'est la performance des systèmes, la pertinence des hommes. Et donc, on ne peut pas imaginer un système aussi digital soit-il, sans qu'il y ait quand même de l'humain derrière, que ce soit dans l'humain dans l'accompagnement, l'humain dans la reprise de main, l'humain à toutes dans les ses étapes. erreurs possibles. Voilà. Donc, pour répondre à votre question, dans l'évolution ces 2 dernières années, alors ça a démarré avant, hein, mais principalement ces 2 dernières années, c'est avec l'évolution des réseaux de télécommunications, des débits, des choses comme ça, on arrive à avoir une réactivité plus forte, on arrive à envoyer beaucoup plus d'informations et beaucoup plus vite. Voilà ce qui a changé, mais ça n'a pas changé les processus. Maintenant, ce qui est important également, c'est ce qui vient d'être dit, c'est la sécurité, la protection des données qui est souvent citée. Alors, oui. Nous, on l'oublie souvent parce qu'en fait, encore une fois, elle est dans notre ADN, mais voilà, ce sont des éléments essentiels aujourd'hui. On parle du pass sanitaire. Le premier réflexe du commun des mortels, c'est mais quelles sont les informations disponibles? Qu'est-ce que je vais donner comme information? Donc, c'est sûr, dès lors qu'on met en relation plusieurs personnes, plusieurs acteurs, la protection et la sécurité des informations qui circulent est cruciale, essentielle. Pour l'anecdote, pour ceux qui ne savent pas, quand on lit on voit votre âge. Mais bon. Ah, j'ai fait le test, j'ai demandé à Luc, qu'est-ce que tu vois là? Il voit votre âge, par exemple. Bon, c'est pas gênant. Mais bon, pour les outils eux-mêmes, vous avez 2 terminaux, je crois. Vous en êtes à 2 ou 3, ou non, au moins 1, mais peut-être 2, c'est ça? Terminaux? Oui. Alors, les techniciens qui se déplacent. Oui, alors en fait, notre solution s'appuie sur 3 acteurs, 3 types d'acteurs. Le technicien, dans un premier temps, parce que c'est lui qui est sur le terrain. Ici, nous sommes sur les sujets de problématiques terrain. Donc le technicien qui est donc doté d'une application sur son smartphone. La partie également agence, puisque tout ça est copiloté, donc c'est toute l'interface agence d'une manière générale. Ça, c'est notre solution de base, la plateforme. Et ensuite, on peut compléter ceci avec une interface client, pour le retour d'informations côté client, mais également au niveau de la prise d'informations et du diagnostic, parce que quand quelqu'un a un problème, c'est toujours urgent, on le sait bien, il faut intervenir pour hier, évidemment, mais l'urgence est toute relative, on le sait tous. Donc la partie interface agence, et enfin on complète par deux services, on va dire optionnels. Un qui est ce qu'on a coutume d'appeler le BI, l'intelligence de l'analyse des données, on va dire, pour optimiser tout ça et piloter tout ça. Et puis, mais là c'est notre cas particulier, on y a ajouté une interface avec notre centre de contact possible, parce qu'on se dit à tout moment dans le processus, un humain est susceptible de pouvoir reprendre la main, soit pour le technicien, soit pour le demandeur. Pour revenir à votre métier, votre cœur de métier, vous êtes une plateforme et vous intervenez comme à la place d'un grand compte. Par exemple, Engie, vous m'avez cité, on peut le dire. Exactement, je redis, quand on appelle... Vous intervenez pour eux, à leur place, vous êtes l'interface pour le client. Vous êtes, je veux dire, comme une... on ne sait pas forcément où vous appelez à Fludia quand on vous appelle. On vous appelle, c'est un numéro sur Engie, par exemple. Exactement, à Fludia. Et derrière, vous intervenez jusqu'au terrain ou juste mobiliser les ressources de Engie ou les vôtres. Expliquez-nous un peu. C'est vrai que ça peut paraître complexe, c'est pour ça que je fais souvent ce parallèle avec la plateforme du 15. En fait, quand vous appelez le 15, enfin je ne vous le souhaite pas évidemment, mais quand vous appelez le 15, le travail du 15 c'est de faire de la régulation, donc de qualifier votre appel et ensuite de missionner si nécessaire les urgentistes qui sont sur le terrain. Les urgentistes ne sont pas les urgentistes du 15. Donc nous on fait la même chose. En fait on va recevoir les demandes par téléphone aujourd'hui de nos clients, donc on va décrocher au nom de nos clients. Alors ce sont des grands prestataires. Ou des clients de vos clients éventuellement?
Alors, des client clients final. de nos clients, en fait. Oui, Nous, on c'est ça. est invisible, c'est ça, Pierre. Donc, on reçoit ces appels et derrière, eux, ils ont mis en place tout un système d'astreinte, tout un système d'intervention, comme les urgentistes. Et là, on va faire appel, en fait, effectivement, à leurs techniciens. Et le vous les pont avez en technicien, contact direct, vous, leurs en techniciens. contact direct, exactement. Donc Oui. c'est vous qui êtes le gendarme, l'organisateur. On est le régulateur. Régulateur, c'est mieux. Alors, on a trouvé un nouveau terme, puisque dans le monde digital, Oui. et c'est pas mal, on a dit orchestrer. Ah oui, Voilà. d'accord. On orchestre vos interventions. D'accord. Bon, bah là, on comprend. Alors, Aurélie, qu'est-ce que ça vous inspire, vous, dans votre organisation? Qu'est-ce qui a pu changer? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Qu'est-ce qui s'est passé depuis 1 ou 2 ans dans votre offre, la plateforme? Qu'est-ce qui a changé beaucoup? Alors aujourd'hui, au niveau de on a sorti évidemment de nouvelles fonctionnalités. On est un éditeur, donc Oui. en tant qu'éditeur, évidemment, donc même si on est là depuis 9 ans, on a aujourd'hui de plus en plus de demandes en ce qui concerne la dématérialisation des interventions donc, et des certificats. Donc on a énormément de demandes et le Certificat qui porte de sur... certificats donc, qui peuvent être des CERFAS. Nous, on travaille vraiment dans le monde Oui. technique. Dans le monde technique donc, Donc il y a toujours une référence à un document de Tout à fait, un certification, document comme quoi ça a et- été bien fait, que et on justement, personnalise le lié au document. risque, lié, etc. c'est ça Exactement. Donc aujourd'hui, l'autre point, le maître mot là depuis 2 ans, c'est vraiment la sortie de Power BI. Donc nous, on a Parce que, excusez-moi, mais c'est vrai que les documents CERFA, c'est ce que disent les TPE, PME. C'est, pour parler vulgairement, ça nous fait de faire ces documents, ces formulaires, et ça nous c'est très retarde. fastidieux. C'est très Et quand on est fastidieux. dans l'urgence, effectivement, à- si on peut le digitaliser en parallèle ou juste après, c'est ça l'enjeu. L'enjeu, c'est le gain de temps. L'enjeu, c'est la simplicité sur le terrain et de pouvoir vraiment répondre aux exigences du client très simplement. Donc, il est vrai que nous, aujourd'hui, on met un point d'honneur vraiment à simplifier le process de nos clients et à vraiment les accompagner dans leur démarche. Parce qu'aujourd'hui, on se rend bien compte qu'on a un client sur 2 qui n'a pas la compétence interne pour mettre en place cette transformation digitale. Donc, on met vraiment un point d'honneur à comprendre ses freins et à les accompagner pour que on analyse le process avec lui. Donc, on a une grosse partie Et d'analyse c'est du pas process. qu'une qui est fait. question de budget dans l'analyse que vous faites. Non, Souvent, c'est on pas nous une dit question c'est une question de budgétaire. budget, j'ai pas les moyens. Souvent, Mais c'est c'est pas faux. ça. Hein. Mais oui, parce que Pourquoi c'est faux? C'est faux parce qu'aujourd'hui, il y a un retour sur investissement qui est tel et le digital est vraiment au centre des préoccupations des entreprises qui veulent grandir, très clairement. Ceux qui ont compris ça, ils veulent vraiment grandir. Donc aujourd'hui, le retour sur investissement se fait rapidement. J'ai des exemples vraiment clés sur ce point-là. On parle de quelle somme pour une PME? C'est quelques milliers d'euros, c'est pas forcément 40 000, 50 000 euros. Ah non, quand on passe de 90 interventions à 120 par jour, en fait, sur un parc de 15 techniciens, en fait, Ouais. on parle en milliers d'euros, là. On n'est plus... donc il y a un retour sur investissement qui est avéré, et puis surtout une fluidité de communication entre les différents services qui est réelle. Donc nous, vraiment, on met un point d'honneur dans cet accompagnement. Aujourd'hui, on le sait pertinemment qu'il y a entre 4 et 9 mois pour se transformer. Et la clé de la réussite, c'est une solution simple, adaptée au métier, très clairement. Votre solution, elle se connecte, elle s'ajoute à un ERP ou si on n'a pas nous, un ERP, un on est logiciel vraiment de une solution gestion. SaaS. Comment On ça est se vraiment passe? une solution SaaS. C'est SaaS, donc ça peut fonctionner tout à fait indépendamment du reste, Et tout avec à des fait. connexions, des passerelles. Tout à fait, on n'a pas de comptabilité intégrée à notre solution, donc on a des interfaces, notamment avec Sage et d'autres ERP du marché, pour pouvoir vraiment simplifier la gestion opérationnelle et financière et commerciale au quotidien de nos clients. Messieurs, qu'est-ce que ça vous inspire chez Veolia, alors, au niveau Chez Veolia, alors, des méthodes et des outils? méthode et outils. Alors, la simplicité, j'aime beaucoup ce mot-là. J'en ai fait un peu mon credo. Ce que l'on a essayé avec la solution de visio-assistance des opérateurs, c'est rester simple, parce qu'on est sur une population souvent peu qualifiée, on est sur un métier un peu rude.
On est en extérieur, dans des univers assez contraints et dangereux. Et on est sur un geste métier. C'est-à-dire que nos opérateurs travaillent avec leurs mains. Ils ont le geste métier pour bien travailler. Comment intégrer en effet une solution pour les aider, qui ne soit pas contraignante pour eux et qui soit simple d'utilisation. Et c'est ça aujourd'hui que l'on a fait avec eux, donc on l'a co-construit et qui a permis de sortir des objets, on va dire un peu de la vie courante, et de les adapter. Cette solution, c'est 3 éléments. Le premier, c'est quelque chose de tout simple, hein. C'est un casque extra-auriculaire. C'est-à-dire qu'en fait, nos opérateurs peuvent le porter toute la journée, sans être coupés du bruit, de l'environnement, du bruit environnant. Le deuxième, un smartphone tout simplement. Et puis le troisième, c'est un bouton de commande. C'est comme un standard du marché. Il n'est pas spécialement durci, peut-être. Non, pas durci. Non. Pas durci, un smartphone du marché. Et le troisième élément, c'est un bouton de commande. En fait, pour que notre opérateur puisse garder les mains libres et commander son téléphone sans avoir à toucher l'écran. Nous, nos opérateurs, ils ont des gants. Ils portent des gants toute la journée. Donc pour éviter de salir, pour éviter d'abîmer, etc. C'est un bouton, il y a 3 commandes. Simple clic, double clic, clic long, comme une souris. Et qu'il a au poignet. Bracelet. Voilà, qu'il a au poignet, qui permet de commander ça, qui permet de faire un appel directement, voilà, sans avoir besoin de toucher l'écran. Et un quatrième élément sur lequel en effet on travaille, donc on est toujours en cours de développement là-dessus, c'est comment porter ça sans être gêné toute la journée. Donc en fonction des métiers, en fonction des situations de travail, on peut le porter au torse, on peut le porter au bras, on peut le porter à la pochette, on peut le porter à l'épaule ou ce genre de choses. Donc voilà, c'est tout ce travail-là que l'on a fait avec les opérateurs et qui permet aujourd'hui en effet d'équiper à peu près 200 et en fait, opérateurs. Vous avez choisi quel prestataire, enfin quel fournisseur, quel outil développé par exemple Alors on a choisi... Sans nous faire toute la panoplie, mais... Non, je ne vais pas vous faire un ou deux. Pas toute la panoplie, parce qu'en fait, c'est vraiment un développement qui a été fait en partenariat avec IBM et Alcatel-Lucent. On a choisi en effet la solution d'Alcatel-Lucent, la solution de visio-assistant, de visioconférence qui s'appelle Rainbow, parce que c'est la seule qui permettait en une action, c'est-à-dire que le bouton, de déclencher la caméra de dos. Parce que quand on filme, c'est plus sympa de filmer comme ça. Et toutes les autres applications ne le permettaient pas. Donc voilà pourquoi on a choisi Rainbow. Puis ensuite, on a mis tout l'univers autour. La commande retour. Exactement, c'est le retournement caméra. Ah oui. C'est la solution Rainbow. Et R-A-I-M-B-O, ça s'écrit. Voilà, comme arc-en-ciel en anglais. C'est vrai que Alcatel ne parle pas beaucoup. Bon, Non. ce n'est plus Alcatel que nous avons connu, n'est-ce pas? Non. Compris en Lorraine. Mais bon, peu importe, ils sont toujours là avec la marque. La marque existe toujours. Toujours. Et c'est assez original, effectivement. Et on en parle peu, oui. Voilà. C'est vrai. Et donc en fait, c'est cette solution avec tout un univers autour qui permet d'associer un casque, qui permet d'associer un bouton, qui permettra d'associer un détecteur 4 gaz, etc., tout l'aspect sécurité. Donc c'est tout un environnement, le contrôle par l'opérateur aisé, et puis la bonne visualisation, donc la bonne caméra pour que derrière la personne qui doit gérer les compétences, qui reçoit l'appel, puisse se rendre compte de la problématique. Et puis ensuite, alors ça je vous le conseille à tous, hein, extra-auriculaire. Moi je le porte toute la journée maintenant. Ça ressemble à ce que portent les journalistes à la télé un peu. C'est un peu ça. Alors c'est pas intra-auriculaire, hein, c'est extra. C'est extra, oui. Voilà. C'est derrière l'oreille. C'est derrière comme l'oreille. les appareils. Exactement. Chez, Donc voilà, tout cet ensemble. Chez Praxedo, qu'est-ce que ça vous inspire alors? Vous parliez d'innovation et de choix de méthodes et d'outils. Nous, on a investi aux solutions SaaS sur étagère, donc on investit tout le temps dans le produit. Et peut-être insister sur deux éléments moteurs. On parlait de l'ergonomie et de la simplicité d'utilisation. Bon, Praxedo, c'est une société qui a 16 ans, et donc on a lancé un gros projet il y a 1 an et demi qui est la refonte de notre application mobile. On parlait des applications B2C que les gens utilisent tous les jours avec une ergonomie, un design très, très intuitif. Et donc on a refondu toute l'application mobile qui va ressortir en fin d'année sur Android et sur iOS pour un confort d'utilisation, une ergonomie, une facilité d'utilisation. Ça reste une de nos préoccupations majeures. Et puis vous parliez d'enjeux de ROI, de rentabilité. Un des enjeux pour nous, c'est la planification. Dans la gestion d'intervention, optimiser le planning des techniciens, soit pour qu'ils passent moins de temps sur la route ou qu'ils puissent faire plus d'interventions dans la journée, donc un objectif d'efficacité opérationnelle et qu'ils soient mieux accompagnés sur le terrain. Donc on a intégré dans notre logiciel de planification Petite parenthèse à ce sujet,
Est-ce que c'est bien vécu, le tracking? Est-ce qu'il y a encore des résistances? Est-ce que, je sais pas, par le biais des délégués du personnel, est-ce que l'on dit oui, mais je suis suivi toute la journée, ça va bien, est-ce que je peux me déconnecter? Alors, ils peuvent toujours se déconnecter, hein, puisque en se mettant en mode avion, ils empêcheront le tracking via leur smartphone, donc il n'y a pas de... Il y a quand même des règles pour le faire, on ne fait pas à n'importe quel moment. Ça, c'est une conduite du changement dans chaque entreprise, et il y a souvent des discussions avec le CSE, avec les délégués du personnel. Je pense que Frédéric, peut-être dans un grand groupe comme Veolia, pourra en parler, mais on voit que nos clients, en effet, c'est pas des négociations, mais il y a des discussions pour trouver le bon réglage entre le suivi pour optimiser l'activité des techniciens et puis ce que vous appelez le flicage, ce qui n'est pas l'objectif. Je n'ai pas dit flicage, c'est vous qui l'avez dit. Mais oui, peut-être sur ce sujet, chez Veolia, oui, c'est pas mal de vous poser la question. Alors, c'est vécu avec les syndicats? Alors, en tout cas, c'est un point d'attention tout particulier, en effet, que l'on a sur ce genre de choses. Il faut, il faut être bienveillant par rapport à ça. Ce ne sont pas des solutions de flicage. Voilà, ce sont vraiment des solutions de suivi, de simplification de tâches de l'opérateur et de bien veiller en effet à ce que ça ne devienne pas du flicage. Peut-être prouver à celui qui l'utilise, le technicien en question, que ça lui est utile et que ça va lui faire gagner du temps. C'est peut-être ça la bonne façon de procéder. La conduite du changement, en effet, c'est simplifier son travail. Il faut le faire, ça soit... oui, tout à fait. Ouais. Il faut le faire. Bon, je voulais rappeler qu'on va vous laisser 5 minutes de questions à la fin. Donc dans à peu près 10 minutes, ça passe vite, hein, ça passe vite. Si vous voulez préparer les questions, allez-y. Si vous en avez une qui vous brûle tout de suite les lèvres, vous pouvez aussi nous faire signe. Est-ce qu'il y a des questions là, en intermédiaire? Non. Sinon, s'il y en a une. Alors, allez-y. Si vous parlez très fort, le temps. Pour la simplification, oui. Ah oui, le clavier. C'est une bonne question. On y répond? Oui, je crois que... Qui commence? Aurélie? Aujourd'hui, en fait, les scénarios dans l'interface, dans l'application mobile, l'interface qui existe permet vraiment de faire exactement ce que vous voulez avec des vues listes, des prises de photos ou même de la commande vocale très simplifiée. Donc, la plupart, aujourd'hui, tout le monde travaille avec son smartphone, tout le monde communique avec son smartphone, quel que soit l'âge ou le métier. Et c'est pas plus compliqué que ça. Mais quand on a des gants, quand on a ce qu'on disait tout à l'heure, on ne peut pas aller clavier. Moi-même, je me souviens, on ne peut pas appuyer sur une touche. Donc il faut convertir en vocal, il faut revenir au vocal. Je sais pas. Tout à fait, mais généralement, dans le milieu de l'assainissement, visiblement, il y a des solutions qui ont été... Chacun va nous dire. Il y a les 3 boutons. Voilà. Nous, la simplification, ça a été vraiment ça, de ne pas toucher l'écran. Donc, une petite souris dans le poignet pour pouvoir commander le téléphone. Donc, 3 actions. J'appelle quelqu'un, je prends une photo et je prends une vidéo. Donc voilà, nous on est resté vraiment là-dessus. On n'est pas sur l'écriture et la rédaction de quelque chose. C'est vraiment une interface rapide avec un interlocuteur. Gonzague et Luc, une réaction là-dessus ou... Sur ce point-là, il doit plus y avoir de batterie. Dans la terminal mobile, la batterie, c'est important également. Je ne suis pas forcément le mieux placé pour répondre à cette question-là, mais effectivement, l'univers terrain est un univers compliqué pour l'usage, en tout cas, de smartphones, bien évidemment. Aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup de solutions comme la dictée vocale ou autres qui existent parce qu'on utilise tous un téléphone. Mais on parle souvent, Veolia a son cas avec les gants, mais nous, par exemple, on a développé aussi des solutions, parce qu'ici, là, on est sur l'application Skilly, mais on en a développé une autre qui s'appelle Follow, qui est pour les entreprises de sécurité. Alors, vous voyez, ils ont aussi un truc, bombe à gaz, des choses comme ça. Donc, même chose concernant l'usage du smartphone. Aujourd'hui, toutes les solutions technologiques existent pour simplifier l'accessibilité de cet équipement. Pour le truc, je ne sais pas. C'est les
l'ennui du métier, hein, c'est qu'on perd la batterie. Alors, sur l'aspect, justement, j'avais vu qu'on avait abordé la question main libre, la solution main libre aussi. Est-ce que, Gonzague, vous avez une réaction là-dessus? En fait, je pense qu'il faut trouver un juste équilibre. En effet, on ne peut pas demander à un technicien de passer un quart d'heure à remplir des tonnes de données. Et la tentation, parfois, chez nos clients, c'est je vais l'équiper d'une solution de qui va permettre de collecter beaucoup de données sur le terrain. Et donc, je vais lui demander de remplir plein d'informations. Et notre rôle, nous, en accompagnant nos clients sur ces projets-là, c'est d'essayer d'être pragmatique en disant mieux vaut une information bien saisie par chaque technicien sur chaque intervention. Parce que ce qu'on peut voir, c'est que parfois, il y a des formulaires qui sont trop longs. Et en fait, il n'y en a que 10% qui sont remplis et mal remplis. Et on le voit parfois chez des grands clients. Et donc, la clé, c'est d'être pertinent et pragmatique sur quelle information et clé doit être collectée sur le terrain par le technicien pour qu'on ait un bon niveau de remplissage sans être trop... Paperasserie, dans la paperasserie. Oui, ou On peut peut-être. trop de Mais demandes c'est auprès peut-être du aussi technicien. le fait de faire en 2 étapes. C'est-à-dire, je fais déjà le boulot, je fais l'intervention, et peut-être que je fais mon compte-rendu soit 1 heure plus tard, soit le soir, soit... Non, c'est pas... Alors, ce qui est bien en temps réel, c'est de prendre, en tout cas, de prendre des mesures, de prendre des photos. Nous, on a par tout ce qui est IoT, maintenant, on est capable, en rapprochant le smartphone, de prendre directement la mesure de température d'une chaudière électrique. Donc, on a développé, nous, des connecteurs avec certains équipementiers du marché comme Testo. Donc, voilà, on met tout en place pour simplifier la saisie de données, mais il faut rester raisonnable dans ce qu'on demande aux techniciens. Sinon, le risque, c'est d'avoir des formulaires trop complexes, mal remplis, et à la fin, de la donnée pas propre à analyser derrière. Oui, tout à fait. Sur l'analyse d'image, peut-être, est-ce qu'il y a eu des choses qui ont beaucoup bougé, Aurélie, et chez Veolia, j'imagine? Alors, l'analyse d'image, oui, ça commence à bouger. Pour ce qui est de notre opérateur connecté, on en est pour l'instant au balbutiement. Il va falloir que là, dans cette démarche d'analyse d'image, d'intelligence artificielle, qu'on commence à collecter énormément de données, qu'on puisse ensuite qualifier ces données. Et ensuite, voilà, à partir de là, on pourra commencer à faire de l'IA. Ce sera certainement très orienté sécurité. Voilà, toujours la même chose, qu'on puisse détecter. Vous imaginez quoi, par exemple, concrètement? On envoie une photo, un cliché, et il y a une analyse automatique pour dire, ah là, il y a un problème. Il n'y a pas un problème, ou il y a un levé de doute à faire? Alors, ça peut être en effet des alertes qui permettent de déterminer des points chauds, des points de pression où il faut être vraiment très vigilant. Enfin, voilà. C'est tout ça que, en effet, le smartphone ou l'image qui aurait été prise par l'opérateur ou la vidéo, en effet, puisse alerter, soit en effet par un vibreur ou alors demain avec de la réalité augmentée ou la réalité virtuelle. Ça, c'est vrai, c'est concret, c'est réaliste? Non, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui parce que la banque de données n'est pas suffisante. Et puis, pour ce qui est de réalité virtuelle, réalité augmentée, aujourd'hui, finalement, les bases de données ne sont pas suffisantes. C'est-à-dire que pour représenter un univers, il faut déjà l'avoir collecté. Il ne faut pas brûler les étapes. Voilà. Ouais. Mais c'est le chemin que l'on prend. Alors, on est dans le dernier point de notre intervention, de vos interventions, on avait dit conclure sur la conduite de projet. Comment organiser, comment mobiliser les équipes, dans le contexte de digitalisation et la formation. C'est un sujet très important. C'est accompagner le client, mais c'est aussi accompagner ses propres techniciens, faire la synergie entre mon client et mon technicien. C'est se former les uns les autres. Aurélie, votre avis là-dessus? Oui, aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment 3 facteurs clés de succès pour une bonne conduite de projet. Donc, le premier, c'est vraiment la conviction du dirigeant ou de l'environnement managérial, vraiment que la digitalisation, c'est l'avenir de l'entreprise. Sans que ça soit de la doctrine, sans que ça soit des dogmes, mais que ça soit réel. Exactement, on a encore 80% des entreprises qui ne mettent pas en place de formation autour de ce sujet. Donc il y a vraiment encore un chemin à parcourir. Voilà, ça c'est le deuxième point, c'est vraiment une équipe projet dédiée. Aujourd'hui, le travail ne peut pas être fait que par le prestataire. Il y a vraiment un travail interne qui est important dans cette conduite de changement. Et puis, un des points les plus importants, c'est avoir une solution adaptée qui simplifie les process opérationnels et la formation continue à cette solution. Donc, nous, aujourd'hui, on n'a plus vraiment, avec nos 1700 clients que nous avons, on a vraiment pu se rendre compte
de tout l'intérêt de la mise en place. Et on a vraiment eu des résultats durables, vraiment grâce à un accompagnement sérieux, un accompagnement personnalisé et à une simplification des processus opérationnels. Et entre la France et le Royaume-Uni, Oui. est-ce qu'on peut dire que la France est en retard ou est-ce que, justement, avec la pandémie, C'est un grand vous avez sujet. une idée là-dessus ou une Ben opinion? oui, évidemment. Évidemment. Allez-y. Aujourd'hui, le marché français et anglais est quand même différent. Ils sont plus matures. Ils sont plus processés que nous et plus matures, évidemment. Qui a inventé les best practices, hein. C'est ce qu'on dit souvent. Voilà, mais maintenant, on a beaucoup de choses à Administration apporter. On a britannique. beaucoup de choses à apporter aussi au marché anglais, notamment. On a pas mal de normes en France, etc., qui font que vraiment c'est un doux mélange entre les deux. Donc, mais oui, on a encore. Mais c'est ça la magie de notre marché, c'est qu'on a encore beaucoup de choses à faire sur notre marché au niveau de la digitalisation. Et les résultats de nos clients le montrent bien que quand on a réussi à mettre en place, quand on a réussi sa transformation digitale, là j'ai un cas sur un client, donc Sacofa, qui a une quinzaine de techniciens sur le terrain, et comme je le disais tout à l'heure, il est passé de 90 interventions jour à 120. Sacofa, qu'est-ce qu'ils font? Sacofa. Ils sont spécialisés dans les courants faibles, donc ils font de la maintenance en radiophonie, voilà. Chez les bailleurs sociaux, enfin leurs clients sont des bailleurs sociaux, voilà. Et vraiment en quelques mois, ils ont pu avoir un retour sur investissement très très important. Il le dit au niveau de la rentabilité. Donc c'est un parcours, mais Ils ont investi sur bien quoi? orchestré, ça se passe très bien. Le principal ou les principaux investissements pour eux, c'était quoi? Les principaux investissements restent de l'humain, en fait. Voilà. Et c'est la conduite de changement qui pour moi, est essentielle. Et nos clients nous le disent vraiment. Ils ne le formalisent pas comme ça, mais c'est la réalité du terrain. Chez Veolia, parce que c'est un exemple aussi l'international. Alors Comment vous situez la France la conduite du changement. pour la conduite du changement? Est-ce qu'on est oui, plus mauvais ou meilleur, ou ça s'améliore? Ça s'améliore, on apprend aussi, on apprend en marchant. Moi, je crois beaucoup, alors je suis un grand convaincu de la co-construction notamment avec les opérateurs, les laisser s'exprimer. Le cas concret, en effet, sur ce projet de visio-assistance, c'est donc une agence pilote, un directeur d'agence qui est très motivé, des opérateurs qui, au début, le sont pas trop. On retrouve un peu tous les cas, le très motivé, celui qui aime beaucoup la digitalisation, celui qui est complètement... alors c'est non, 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 non et non. Et cette personne-là, sur la petite équipe, en fait, était complètement réticent à ce projet-là. Aujourd'hui, c'est mon meilleur ambassadeur. Voilà, convaincu. Ils sont dans quelle activité? Alors, c'est dans l'assainissement. Maintenance, en effet, immobilière. En fait, tout simplement, cette personne-là qui était en perte de confiance, qui n'acceptait plus de faire certaines tâches par peur, en effet, de ne pas les réussir, de ne pas y arriver. Le fait de pouvoir appeler un ami, appeler un expert quand il est en difficulté, en fait, ça lui a redonné confiance. Et du coup, voilà, j'ai retrouvé quelqu'un 3 mois après, rengaillardi et utilisant l'application à peu près tous les jours. C'est une personne d'un certain âge, on va dire. Enfin, personne d'une cinquantaine d'années, voilà, un parcours de vie un peu compliqué, voilà, un petit peu voilà, dans le bas de la courbe. Et voilà, ça l'a fait repartir. Donc voilà, personnellement, voilà, c'est concret. Ouais. Voilà, c'est un grand. Alors nos amis, qu'est-ce que ça vous fait réagir, Luc? Allez, il faut qu'il sourie, Luc. Ah, non, je souris, c'était pour la personne d'une cinquantaine d'années. Dans la conduite de projet ou conduite du changement, oui, conduite de projet. Alors encore une fois, nous sommes assez atypiques puisque finalement, elle s'est faite en interne, puisque ce qui a déclenché tout cela, alors il y a 4 ou 5 ans, en fait, c'était pour des usages internes, pour nos opérateurs de régulation. Et en fait, on a développé ces premières solutions pour leur simplifier la vie. Donc c'était de la dynamique interne. Évidemment, dans les facteurs clés de succès, c'est une volonté de la direction, mais étant le président, je l'ai impulsé. Et puis ensuite, les équipes l'ont fait. Voilà. Donc ça, c'est sur la conduite de changement en termes d'investissement. Il y a quand même, il faut le dire, hein, Luc, centre d'appel, on a souvent dit, c'est centre où il y a esclavagiste. Alors, est-ce que c'est passé cette époque-là? Alors, de la sorte, hein. Oui, mais très bien. En plus, sur le final, ça fait une belle conclusion. Mais
c'est pour ça que j'ai pas cité le mot centre d'appel. J'ai cité à plusieurs reprises centre de contact et où on nous joint par des appels téléphoniques parce que justement il y a cet amalgame qui est fait avec les centres d'appel qui nous perturbent tous, qui sont plus en appel sortant et qui font de la téléprospection. On n'est pas du tout là-dessus. Je rappelle, on est sur un plateau de régulation et pour mettre en relation des demandeurs avec des intervenants et souvent sur des sujets d'urgence. Deuxième approche sur cette conduite de projet ou politique du changement, c'est qu'après, maintenant que nous l'avons mis en place, il faut l'accompagner auprès des clients. Et effectivement, là, on arrive sur des cas comme chez Veolia. Enfin, nous ne sommes pas... Veolia n'est pas notre client. Nous avons, par exemple, tout à l'heure, on a croisé NG Home Service, le directeur technique national, puisqu'on travaille avec eux depuis un moment. Le déploiement de l'appli mobile, voilà, elle se fait par région. Il faut que les agences adhèrent. Il faut... voilà, donc il y a tout cet accompagnement nécessaire, mais ça se fait bien. Voilà, ça se fait bien. Un cas client, un autre peut-être Des cas clients, vous voulez dans connaître toutes aussi. nos références, comme vous dites? Non, mais effectivement, il y a des cas en fonction. Alors là, on est dans le monde de l'énergie. Je peux prendre. On travaille aussi beaucoup dans le monde des régies. Je ne sais pas si vous connaissez les régies d'électricité, ELD et autres. En gros, certains secteurs en France, on est sur la distribution électrique, enfin distribution d'énergie électrique-gaz, et on est souvent le plateau d'appel sur les urgences gaz. Bon, là, c'est une application. Alors là, on est vraiment sur un sujet critique, oui, parce que je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais on fait donc un métier 24/7. Et effectivement, pendant le confinement, nous faisions partie. C'est la deuxième ligne en action. Donc, autre cas, voilà, sur les urgences gaz, même sujet. On déploie par secteur, on déploie par secteur géographique, par secteur d'activité, formation, accompagnement des techniciens, et puis ainsi de suite, ainsi de suite. Bien, on vous a promis de laisser quelques 5 minutes pour les questions, donc on va peut-être un petit peu déborder de 3-4 minutes. Non mais oui, la conduite du changement, c'est l'enjeu majeur de la transformation digitale. Si les équipes n'adhèrent pas, le projet il va partir au tas, comme on dit. Donc on a, nous, une quinzaine de consultants, chefs de projet qui accompagnent les clients et on est capable derrière de déployer, alors pour donner un exemple, Sapian, qui est un collègue de la SARP, collègue concurrent de la SARP. Voilà, s'appelle comment ? Sapian, qui fait de l'assainissement. Voilà, on a réussi à déployer 1000 techniciens en 6 mois, mais en mobilisant des chefs de projet, et eux ont réussi à embarquer, la méthode que décrivait Frédéric, embarquer des chefs d'agence les plus motivés au début, et puis d'en faire un vrai projet d'entreprise pour avoir une adhésion parfaite. Bon, et la clé est d'avoir aussi la solution assez ergonomique et bien paramétrée qui soit facilement utilisable par les techniciens. Si on met les moyens sur la conduite du changement mais que la solution n'est pas adaptée, forcément ça ne marchera pas. Donc voilà, c'est la combinaison des deux qui va faire de ces projets un succès avec des vrais leviers d'efficacité opérationnelle derrière. Un ou deux points durs, c'est quoi à votre avis ? Qu'est-ce qui est le plus difficile à passer le cap ? C'est l'appropriation de l'outil, c'est le travail en équipe. L'ergonomie de l'outil, et puis faire adhérer, faire participer les équipes terrain au choix de l'outil. Typiquement chez Sapian, il y a eu un vote qui a été organisé on a fait un pilote avec eux dans 5 régions. Et eux, ils ont fait voter leurs équipes terrain pour dire ok, quelle est la solution que vous souhaiteriez mettre en place. Alors bien sûr, derrière, la direction informatique, la direction financière, la direction métier a eu aussi son droit de vote, mais d'impliquer les équipes terrain, c'est très important. C'est-à-dire qu'eux, à ce moment-là, ils viennent plutôt comme prestataires proposant une offre, une solution, mais après, il faut la faire accepter, voire même la faire peut-être modifier ou corriger. Alors, c'est ça ? nous, on a une solution sur étagère, ce qui permet un déploiement plus rapide. Donc, on fera des paramétrages, on ne fera jamais de développement spécifique, ce qui permet de sécuriser les projets et de les déployer plus vite. Mais donc oui, par du paramétrage, on est capable de couvrir beaucoup de cas métiers et de s'adapter aux besoins des techniciens terrain. Merci. Alors voilà, le timing est rempli là, 10h50. À vous la parole pour quelques questions si vous souhaitez. Est-ce que monsieur là-bas, si on a un micro-baladeur, je pense que oui. Préparez vos petites questions, on va en prendre 3 ou 4. Un, deux, test. Non, parlez très près, il faut parler très près. Ah, bon. C'est bon.
Sur l'ergonomie, oui. Vous êtes prestataire, vous êtes sur le terrain, vous êtes client? On ne vous entend pas. Hein. Entreprise? Inéo. Oui, d'accord. Bien sûr, oui, vous êtes utilisateur, oui. Donc, est-ce que vous utilisez des ergonomes pour l'expérience utilisateur? Voilà, bonne question. Allez, on commence. Oui, Aurélie. dans le cadre de la refonte, par exemple, puisque c'est vraiment un sujet qui est chaud chez nous, de la refonte de notre application mobile, qui est quand même un chantier lourd, puisque c'est une des briques fondamentales de notre solution. On a travaillé avec le Design Lab d'Apple à Londres, donc ils ont des ergonomes. Donc ça, c'est un premier point. Et deuxièmement, on a fait des workshops avec beaucoup de nos clients, avec des techniciens terrain, pour mieux comprendre comment ils utilisaient et quels étaient les enjeux pour eux au quotidien. Donc c'est de la logique de co-construction qu'on fait avec nos plus gros clients. Inéo, dans la partie télécom, en fait partie. Hein. Oui, travailler avec des spécialistes de l'ergonomie, on a des gens, des UX, UI designers chez nous, dont c'est le métier, dont c'est la spécialité et qu'on met au cœur de ce projet. Ouais. D'autres expériences? Est-ce que... Nous, on a un portail dédié à nos clients pour qu'à chaque nouvelle demande, ils puissent poster ces demandes et sous forme de vote, en fait, on a vraiment derrière toute une équipe projet technique, évidemment, qui travaille sur cette ergonomie et également sur cette demande, sur les demandes quotidiennes de nos clients. Bien. Luc? Non, la même chose évidemment, ergonomie. De toute façon, en ce qui concerne Skilly, donc le maître mot c'est la simplicité. Donc depuis le début, ce sont les ergonomes qui sont presque les maîtres à bord. Voilà. Ensuite, l'usager donne son verdict. Mais bien sûr que c'est important. Bien. Et nous, ça fait aussi partie des compétences que l'on requiert. Alors, on s'est beaucoup servi d'objets déjà du marché qui étaient déjà passés entre les mains d'ergonomes. Mais entre ergonomes, designers, ça fait partie des compétences, en effet, que l'on intègre au projet. Une autre question? Est-ce que... Bon. Écoutez, je propose qu'on en reste là. Une fois, deux fois, trois fois. Merci, je crois qu'on peut applaudir nos intervenants. Ils ont vraiment joué le jeu. Ils ont bien détaillé ce qu'ils font. Et puis, à bientôt. Prochaine session tout à l'heure pour ceux qui veulent. On continue sur la mobilité, sur, par exemple... il y aura la géolocalisation, voilà, je cherchais. Prochain sujet, voilà. À tout à l'heure si vous restez avec nous, et plus tard cet après-midi aussi. Merci.